Alors évidemment, cet effet d'éviction, cet effet retour, cet effet d'interaction entre IS et LM, vous voyez, il y a donc un effet de va-et-vient entre IS et LM, fait qu'on passe du point A au point B. Et en fonction, finalement, c'est pour ça que le débat sur les élasticités et les sensibilités de IS et LM sont importantes. En fonction des sensibilités de IS et LM, on a des cas où notre politique budgétaire va être efficace et des cas où elle va être complètement inefficace. Donc réfléchissons aux cas pour lesquels, finalement, la politique budgétaire n'aura pas l'effet escompté. Je vous rappelle que l'effet escompté, c'est de pouvoir trouver un équilibre entre IS et LM qui soit le plus à droite possible. En partant du point A, qu'est-ce qui pourrait faire que, finalement, le déplacement de IS ne mène pas à une augmentation du revenu, c'est-à-dire nous empêche d'aller par là? Commençons par un cas précis où IS serait complètement horizontal. Regardez ce qui se passe. Ça veut dire que la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt est absolue, elle est parfaite. L'investissement est infiniment sensible au taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt venait à augmenter un tout petit peu, de manière infinitésimale, alors l'investissement privé plonge totalement. C'est-à-dire qu'on arrête d'investir. Parce que les individus sont extraordinairement sensibles au taux d'intérêt. On aurait une politique budgétaire qui viserait à augmenter les dépenses publiques et donc la demande globale. Ça aurait pour effet dans un premier temps d'augmenter l'équilibre sur le marché des biens et services de A vers B, comme on a vu tout à l'heure. Alors comme elle est parfaitement horizontale, son déplacement vers la droite, eh bien, il est confondu. On a une droite qui est confondue. On aurait augmentation de G qui nous mène à une augmentation du revenu, donc nouvel équilibre sur le marché des biens et services, sauf qu'on n'est plus à l'équilibre comme on l'a vu sur le marché de la monnaie, et comme sur le marché de la monnaie, la seule manière de restaurer l'équilibre, donc on aurait une augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction, qui mène à un déséquilibre sur LM. Vous voyez ici qu'on est sur IS en B, mais on n'est pas sur LM. Évidemment, l'équilibre sur le marché de la monnaie n'est restauré que si il y a une augmentation du taux d'intérêt, qui restaurera l'équilibre sur le marché de la monnaie. Or, le problème, on l'a dit, c'est que l'investissement est parfaitement sensible au taux d'intérêt, infiniment sensible au taux d'intérêt. Une toute petite augmentation du taux d'intérêt fait complètement plonger l'investissement. Donc, comme il y a eu une augmentation des dépenses publiques qui ont mené à cet effet d'éviction à une augmentation du taux d'intérêt, cette augmentation du taux d'intérêt fait plonger complètement l'investissement privé. Ce qui implique un retour au début, au point A, au point initial. Ça veut dire donc que la politique budgétaire est complètement inefficace. Elle ne fonctionne pas. Il n'y a pas de possibilité d'augmenter le revenu. Les néoclassiques ont tendance à penser que la politique budgétaire est inefficace parce que les néoclassiques ont tendance à penser que l'investissement dépend des incitations et en particulier des incitations au niveau des prix, c'est-à-dire au niveau du taux d'intérêt. Et donc les néoclassiques ont tendance à penser que l'investissement est infiniment élastique par rapport au taux d'intérêt et donc qu'il y a un effet d'éviction très fort et donc la politique budgétaire dans ce cas-là est complètement inefficace. Donc ça c'est un point de vue qui serait, dirons-nous, très très néoclassique. Autre source d'inefficacité de la politique budgétaire, cette fois-ci on va laisser un IS normal, mais on va réfléchir à la forme de LM qui empêcherait la politique budgétaire de fonctionner. Pour que la politique budgétaire ne fonctionne pas, il faut que LM soit complètement verticale. C'est-à-dire que la demande de monnaie soit complètement insensible au taux d'intérêt. Donc si la demande de monnaie est complètement insensible au taux d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les dépenses publiques augmentent, on a IS qui va se déplacer vers la droite, vers IS2. Et ça implique quoi? Eh bien, ça implique donc, comme on l'a vu, un nouvel équilibre sur le marché des biens et services, mais qui ne correspond pas à l'équilibre sur le marché de la monnaie. Il y aurait donc une augmentation provisoire du revenu, mais, encore une fois, un déséquilibre sur le marché de la monnaie. Et évidemment, pour rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie, il faut une augmentation du taux d'intérêt. Or, le problème qu'on a ici, c'est qu'on a une demande de monnaie pour motif de spéculation qui est très insensible au taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire, très insensible ou très peu sensible au taux d'intérêt? Ça veut dire que s'il y a un déséquilibre sur le marché de la monnaie, parce que la demande de monnaie pour motif de transaction a augmenté à cause des dépenses publiques, si on a ce déséquilibre de la demande de monnaie qui est supérieure à l'offre de monnaie, il faut rétablir l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut pour rétablir l'équilibre que la demande de monnaie pour motif de transaction baisse et compense la
hausse de la demande de monnaie pour motif de transaction. Or, la demande de monnaie pour motif de spéculation est très insensible au taux d'intérêt. Ça veut dire que pour qu'elle baisse, il faut une augmentation énorme, presque infinie, du taux d'intérêt. Puisque les gens sont très peu sensibles à une augmentation du taux d'intérêt, si vous voulez qu'ils réagissent et qu'ils baissent leur demande de monnaie suite à une hausse du taux d'intérêt, comme ils sont très peu sensibles, il faut que la hausse du taux d'intérêt soit massive. Mais une hausse massive du taux d'intérêt entraîne une baisse massive de l'investissement privé sur le marché des biens et services. Et regardez, c'est exactement ce qui se passe ici. On a donc une demande de monnaie très peu sensible au taux d'intérêt. On a un déplacement de IS qui augmente le revenu et qui donc déséquilibre le marché de la monnaie. Pour être à l'équilibre sur le marché de la monnaie, il faut que le taux d'intérêt augmente et augmente fortement afin de faire baisser la demande de monnaie pour motif de spéculation. Or, la hausse du taux d'intérêt va être tellement forte, qu'en fait, elle va annuler l'augmentation de revenus liée aux dépenses publiques. Et donc, on va passer de Y2 et on va revenir au niveau initial. Donc, au lieu d'être ici on était en A à l'origine, on est passé en B. Et en fait, on revient en C. Et en C, vous voyez, comme LM est verticale, on revient au niveau Y étoile d'origine. La baisse de l'investissement privé annule la hausse des dépenses publiques sur la demande globale. Et donc, Y ne bouge pas. Et donc, la politique budgétaire est complètement inefficace. Donc, voilà les deux origines d'une inefficacité de la politique budgétaire. Alors, maintenant, on va parler de l'efficacité. Dans quel cas la politique budgétaire est parfaitement efficace? Eh bien, il suffit de reprendre les deux cas qu'on a évoqués ici et de les inverser. C'est-à-dire, ce sont les deux cas complètement inverses. Le premier cas, c'est le cas où LM ne serait pas complètement inélastique, insensible au taux d'intérêt, mais au contraire, LM serait parfaitement sensible au taux d'intérêt. Donc si LM est parfaitement sensible au taux d'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'une augmentation des dépenses publiques déplace IS vers la droite, donc on passe de A à B, des dépenses publiques, augmente le revenu, augmente la demande de monnaie pour motif de transaction, mais pour rétablir l'équilibre, il suffit d'une hausse infinitésimale, donc d'une hausse toute petite, infinitésimale, du taux d'intérêt pour restaurer l'équilibre sur le marché de la monnaie. Pourquoi? Parce que la demande de monnaie est parfaitement sensible, est totalement sensible au taux d'intérêt. Si vous augmentez le taux d'intérêt de 0,000001%, les individus massivement diminuent leur demande de monnaie pour motif de spéculation. Et donc, on rétablit l'équilibre sur le marché de la monnaie avec une toute petite hausse, une hausse imperceptible ici du taux d'intérêt. Et donc, cette hausse imperceptible n'a aucun effet de frein sur l'investissement privé. L'investissement privé n'est donc pas freiné. Donc, on a une parfaite efficacité de la politique budgétaire, c'est-à-dire que la hausse de G n'a pas entraîné de hausse du taux d'intérêt. Autre situation où la politique budgétaire est parfaitement efficace, eh bien c'est une situation dans laquelle l'investissement ne serait pas du tout sensible au taux d'intérêt avec une demande de monnaie normale. Quand l'investissement, alors là on comprend la logique, quand l'investissement n'est pas sensible au taux d'intérêt, eh bien s'il y a un effet retour sur le marché de la monnaie de la hausse du taux d'intérêt, ça n'a aucun impact sur l'investissement et donc l'investissement n'étant pas freiné par la hausse du taux d'intérêt, la politique budgétaire n'a pas d'impact négatif sur l'investissement privé. Si donc il y a une politique budgétaire, IS se déplacerait vers la droite. Bien, ce déplacement vers la droite, effectivement, a un effet sur le marché de la monnaie. Augmentation du revenu, ici, vous voyez, augmentation du revenu implique une augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction. On n'est pas à l'équilibre avec LM. Et donc, le seul moyen de retrouver l'équilibre, c'est de baisser la demande de monnaie pour motif de spéculation. Il va y avoir une hausse, effectivement, du taux d'intérêt. Donc ça, c'est le schéma, l'explication que l'on a vu depuis le début. Sauf que cette hausse du taux d'intérêt, vous voyez, n'a aucun effet sur l'investissement privé, puisque l'investissement privé est complètement insensible au taux d'intérêt. Donc il n'y a pas d'effet de frein.
Et donc la politique budgétaire, est parfaitement efficace. On est dans un autre cas keynésien puisque Keynes considérait que l'investissement avant tout était un facteur qui dépendait des anticipations, des esprits animaux des investisseurs et non pas en fait du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt n'était finalement qu'une variable annexe par rapport à l'importance des anticipations. Et donc ça peut se représenter comme une courbe IS complètement insensible au taux d'intérêt.